Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entretien ce soir avec le directeur du WARC, Centre de recherche ouest-africain, professeur spécialiste de la littérature et civilisation américaine. Bonsoir, Ousmane Sène. Bonsoir, Mahmoudou. Ousmane, l'actualité, c'est ce 20 janvier, l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique en remplacement de Barack Obama. Un mot de remerciement justement à l'endroit de Barack Obama et son épouse Michelle pour leur aide dans la transition, dit Donald Trump, qui également ajoute « Le peuple est redevenu le dirigeant de la nation ». Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette cérémonie ? Dans cette cérémonie, il y avait surtout la solennité. Mais permettez-moi de vous féliciter de votre livre qui est passé récemment et que j'aurai beaucoup de plaisir à lire. J'ai suivi une partie de la cérémonie. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La solennité extraordinaire, mais aussi cette référence permanente à Dieu. Donc, pour ceux qui croiraient que l'Amérique a perdu son âme par rapport à la religion, je crois qu'il faudra revoir ces images-là. Ouais. Dieu était omniprésent en tant que l'entité qui devra guider le président des États-Unis, parce que les Américains ont confié leur destinée à un seul homme qui s'appelle Trump. Qui dit « Nous serons protégés par Dieu ». Qui dit aussi nous serons protégés par Dieu. Il y a eu deux hommes d'église, il y a eu un prêtre, d'ailleurs un prêtre hispanique, et il y a eu un pasteur, une dame qui est pasteur, et tous les deux ont parlé de Dieu et ont rappelé un certain nombre de choses. Ils ont rappelé que Dieu saura reconnaître les riches, les puissants qui ont de la compassion pour les pauvres, mais que les pauvres aussi ne désespèrent pas parce qu'ils seront les élus de Dieu. C'est un discours très américain, très religieux, qui voudrait dire que celui qui est puissant devrait penser aux pauvres en tant que président des États-Unis, mais que les pauvres aussi sont des élus de Dieu. Dieu, mais aussi le peuple américain. Il dit le peuple est redevenu le dirigeant de la nation. À partir d'aujourd'hui, c'est l'Amérique en premier. L'Amérique d'abord. Une façon peut-être de critiquer Barack Obama, son prédécesseur. Enfin, une façon de retourner finalement à sa campagne et de retourner aux différentes péripéties qui ont permis qu'il soit président des États-Unis. N'oubliez pas, lui... il était un peu, je m'excuse, il est le président des États-Unis, mais en course, on appelle ça tocard, c'est-à-dire que quelqu'un dont on est sûr qu'il n'aura rien du tout. C'était au départ, et tout militait en faveur de ça, parce qu'il n'était pas connu dans le landerneau politique. D'habitude, les candidats à la présidence des États-Unis ont déjà, si vous voulez, un poste électif, soit sénateur, soit gouverneur ou quelque chose de ce genre. Mais lui, il n'est jamais entré dans la politique et il n'a jamais gagné en politique. Qu'il vienne comme ça, avec ce handicap. L'autre handicap, les gens du Parti républicain ne le prenaient pas au sérieux en tant que candidat. Qu'il vienne aussi avec un certain discours et les gens disent, avec ce discours, il ne passera pas. Donc, dire que véritablement le pouvoir appartient au peuple, ça veut dire que vous ne croyez pas à ma candidature, le peuple a montré son choix, qui est contraire à ce que vous pensiez. Voilà, c'est effectivement la loi du peuple. Peut-on parler de Donald Trump et l'Afrique? Est-ce qu'il connaît l'Afrique? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Afrique? Son discours place l'Amérique d'abord. J'espère que quand même il ne va pas entrer dans un certain unilatéralisme. Mais je voudrais rappeler aussi que dans la mesure où finalement les intérêts économiques et les intérêts politiques des États-Unis ne sont pas aussi importants que ça en Afrique, il ne faudrait pas s'attendre à de grands changements. Il a dit l'Amérique d'abord. Il a dit plusieurs fois que sa politique sera centrée sur l'Amérique. Donc tout ce qui n'est pas de l'intérêt de l'Amérique, je ne le ferai pas. Il y a quand même eu l'AGOA avec ses prédécesseurs, Power Africa, mais de Barack là, Obama, dans le domaine de l'énergie. De là à remettre ses acquis en cause, je ne crois pas qu'il puisse aller jusque-là. C'est ce que je dis. Donald Trump n'arrêtera tout de même pas l'USAID. Donald Trump n'arrêtera tout de même pas le corps de la paix. Et Donald Trump, je crois, ne devrait pas arrêter le MCA. Je crois que ça, c'est des acquis. Il faudrait aussi que les gens lui rappellent que l'aide au développement en Afrique, ce n'est pas un cadeau à l'Afrique. C'est un investissement dans les relations entre les États-Unis et les pays africains. Et ces relations-là sont extrêmement importantes, surtout au moment où tout le monde se retrousse les manches et voudrait combattre le terrorisme. Vous le savez, si jamais, pour une raison ou pour une autre, ISIS
émigrer en Afrique, mais il va falloir que l'Amérique intervienne. Mais si l'Amérique n'a pas l'accord des pays africains et surtout l'utilisation des territoires africains comme le Sénégal, ça ne marchera pas. Donc cette coopération est nécessaire. Oui, mais peut-on attendre de lui une initiative en direction de l'Afrique? Comme ses prédécesseurs, pratiquement chacun de ses prédécesseurs a eu son initiative pour l'Afrique. Est-ce que cela peut arriver avec un Donald Trump à la Maison-Blanche? Oui, à l'entendre parler, à voir tout ce qu'il a dit, mais j'ai dit, donnons-lui le bénéfice du doute, attendons qu'il vienne. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, renforcer d'abord la coopération qui existe, et au moment de partir, créer une sorte de fondation pour pouvoir quand même faire quelque chose en faveur des personnes qui sont minées par la maladie, le manque d'éducation, et j'imagine de ce point de vue, peut-être que le président sortant, c'est-à-dire Barack Obama, va devoir penser à une fondation lui aussi. Il succède à Barack Obama, justement. Barack Obama, les années Obama par rapport au continent africain. Oui, les attentes des gens, je l'ai toujours dit, étaient déraisonnables pour un certain nombre de raisons. Vous savez, finalement, par rapport à l'Afrique, Barack Obama était le moins bien placé pour intervenir. Parce que étant de père kenyan, ayant des relations solides au niveau émotionnel, au niveau parental et tout avec l'Afrique, il suffit qu'il fasse quelque chose d'un peu plus. Les gens auraient dit, vous voyez, c'est un président kenyan, c'est un président africain. D'ailleurs, Donald Trump lui a fait un procès très intense en lui disant, vous aspirez à être le président des États-Unis, prouvez que vous êtes américain. Donnez-nous votre bulletin de naissance. Oui, une façon de lui mettre la pression aussi. Oui, de lui mettre il ne faut pas tomber dans le piège du complexe, de l'énerver, de l'énerver. Oui, et même du complexe. Mais quand même, c'était assez sérieux, au point qu'il a fallu aller jusqu'à Hawaï, aller vérifier les registres de naissance et sortir le bulletin de naissance de Barack Obama pour que la querelle se taise. Mais donc, il est mal placé par rapport à ça. Maintenant qu'il est libéré, je crois que peut-être il pourra prendre des initiatives, parce que quand même, c'est un président adulé et respecté. Lever des fonds pour un certain nombre d'activités en Afrique, ça ne devrait pas être impossible. Mais je devrais ajouter aussi qu'au moment où l'on parle, nous sommes en train de dérouler un projet qui est quand même un projet de Barack Obama. Et Dieu sait, ceux qui devaient piloter ce projet aux États-Unis, Barack Obama les talonnait tous les jours que Dieu fait. Il fallait faire des réunions. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça avance? C'est le fameux projet YALI, Young African Leaders Initiative, qui a deux volets. Le volet Mandela Washington Fellowship, qui permet à des centaines et des centaines de jeunes Africains d'aller faire un séjour de 6 semaines aux États-Unis, soit dans des universités, soit dans des entreprises ou des institutions de recherche, et de se bonifier et d'avoir beaucoup plus d'expertise en matière de leadership et de conscience civique. La même chose se fait en Afrique. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est à Dakar. Le WARC, le SYNAPS et le CESAC sont en train de le piloter, mais il y a une nouvelle cohorte qui vient d'arriver, et à terme, par exemple, le centre de Dakar devrait pouvoir former 8000 jeunes Africains en l'espace de 4 ans. C'est important. Obama l'Africain, on peut le dire. Oui, de ce point de vue, Obama l'Africain. Et avant même d'être président, on pourrait dire Obama l'Africain, parce que c'est un voyage, si vous voulez, au Kenya, mais aussi ces fameux discours, le discours d'Accra, le discours en Afrique du Sud et le discours au Kenya, c'est quand même des moments importants. Aussi Obama l'Africain, parce que quand même c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour les jeunes générations à tout point de vue. Donc je crois qu'il peut inspirer les jeunes Africains, et c'est une chose qui est importante. Revenons à Trump. Il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est l'Amérique d'abord, mais Trump bouscule l'establishment, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Aux États-Unis, il n'hésite pas à critiquer la CIA, le FBI. Il a provoqué l'Europe en disant qu'il y aura d'autres pays européens qui vont également suivre la Grande-Bretagne dans son Brexit. Il s'en prend à la Chine, mais il est à toi avec Vladimir Poutine de la Russie. Comment jugez-vous Donald Trump face à toutes ces polémiques qu'il soulève? Voilà, autant le personnage Trump déboussole, autant son discours aussi déboussole. Parce que les alliés naturels des États-Unis, c'est les pays européens, l'Europe occidentale. Et voilà qu'il les attaque tous, et voilà qu'il applaudit à quelque chose qui était un projet européen important, et il applaudit à sa destruction. Donc je crois que
pour moi, j'essaie d'être optimiste. Il est contre l'OTAN. Oui. Il est contre l'OTAN. Il dit que l'OTAN est obsolète. Absolument. Mais moi, je me dis toujours que voilà encore et toujours un discours de campagne et que le Trump qui va aller au palais, au bureau ovale et s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, progressivement, en se frottant à la réalité réelle de la politique et du monde, il changera peut-être d'attitude, de posture et de discours. Et en plus, il aura tous ces conseillers-là et tous les ministres avec lesquels il va travailler. D'ailleurs, les quelques qu'il a pu, parce que son cabinet n'est pas complet pour le moment. Il aurait dû avoir un cabinet complet. Ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de ces gens qu'il a désignés pour être ses ministres ont un discours opposé au sien. Vous ne croyez pas à un risque d'impeachment contre Donald Trump, qu'il ne termine pas son mandat, comme le prédisent certains? Il y en a qui en ont parlé. Et il y a un vent, si vous voulez, de résistance qui est né à New York avec des célébrités du film, avec des célébrités de la télévision qui disent qu'ils sont là pour se défendre et qu'ils ne laisseront pas Trump faire ce qu'il veut. Alors, d'ici à ce qu'il y ait un soulèvement populaire, on ne le souhaite absolument pas. Et il y a eu des manifestations. Oui, il y a eu des manifestations. Que dans des proportions quand même assez modestes. Oui, mais vous avez des grandes personnalités. Michael Moore, que vous connaissez. Robert De Niro, le grand acteur, et même le maire de New York. Ils sont levés pour dire qu'ils sont prêts à s'opposer à Trump. On va prendre 5 minutes pour parler de la Gambie. Le président Yaya Jammeh n'a pas encore quitté le palais présidentiel en Gambie, malgré l'ultime médiation des présidents Condé et Aziz. Alors, Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar hier. La situation en Gambie vous inspire quoi? La situation en Gambie me peine. Parce que vous savez, au moment où je vous parle, moi je suis en train de penser à ces Gambiens-là, qui prennent des ballots, qui prennent tout ce qu'ils peuvent, qui prennent leur samara et qui sont en train de traverser la frontière pour aller du côté du Bas-Saloum où il fait certainement très chaud à certains moments, où il y a de la poussière qui est un peu partout. Avec leurs enfants, c'est pénible. Est-ce qu'un seul homme a le droit d'infliger ça à des millions de personnes? Je crois que cette image devrait pousser certains observateurs à s'arrêter de dire que Barrow est un poltron et que Yaya Jammeh est un héros. Je crois que ce discours-là, on ne devrait pas l'entendre. Qu'il prête serment à Dakar. Rappelons-nous, il y a la notion d'extraterritorialité. L'ambassade de Gambie, même étant ce territoire sénégalais, le périmètre de l'ambassade appartient à la Gambie. Donc il peut prêter serment là-bas, absolument, et c'est une très bonne chose. Maintenant, de l'autre côté, je crois que alors, ces ultimatums que l'on recule, je crois que fondamentalement, la CEDEAO ne voudrait pas jeter de l'huile sur le feu. Si je comprends bien la situation, de toute façon, quoi qu'il advienne, ils auront Yaya Jammeh, mais s'il faut éviter un bain de sang, autant faire le sacrifice en attendant encore. Des forces de la CEDEAO aux portes de Banjul, hein? Même à qui ont dit que l'ultimatum devait expirer à 16h. Oui, c'était d'abord hier. C'était d'abord 12h, aujourd'hui à 16h. Oui. Je crois qu'il favorise peut-être le dialogue. De toute façon, ce qui est sûr, ils l'ont cerné. Il ne peut pas leur échapper. Il ne faudrait pas qu'il leur échappe. Parce que Jammeh dort avec peut-être des moyens financiers. C'est une tentative de vouloir s'immiscer dans le MFDC et de créer une situation de crise alors que les choses sont en train de se danser. Je dirais même, Yaya dort libre avec beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui pourrait amener Boko Haram ici. Parce que maintenant, il ne pense qu'à une chose, se venger des Gambiens et se venger du Sénégal. Donc je crois qu'ils peuvent prolonger l'ultimatum, mais il faudrait absolument qu'ils restent vigilants et qu'au bout du compte, ils aient Jammeh. Je ne voudrais pas qu'il meure, c'est un être humain, peut-être mort ou vif, mais je préfère vif quand même, parce que, comme on dit, Domo Adam, là, on ne lui souhaite pas ça. Quelle perspective entrevoyez-vous justement en termes de coopération entre le Sénégal et la Gambie, une fois la page Yaya Jammeh tournée? Oui, je crois qu'on se rappelle un peu l'épisode de Daouda Diawara, qui avait particulièrement irrité le président Diouf au point qu'il mette un terme à la confédération, alors que bon, en fait, le président Diouf avait beaucoup fait pour que c'est grâce au président Diouf et au Sénégal qu'il a repris son pouvoir. Oui. On espère qu'avec Barrow, quand même, on n'aura pas ces retournements de situation désagréables et qu'avec Barrow, le pont sera construit puisque le financement est acquis et qu'avec Barrow, on va cheminer à tout le moins vers une confédération plus solide parce que quand même, je crois que ce qui s'est passé récemment devrait renforcer la coopération.
Barrow aurait pu gagner les élections et qu'il n'y ait aucun incident et qu'il prenne le pouvoir. Mais même dans ce cas-là, je crois que Barrow aurait intérêt à coopérer de manière étroite avec le Sénégal. Mais en évitant d'être un président fantoche aussi. Ça peut heurter les Gambiens, non? Oui, mais il ne faut pas qu'il soit fantoche et reconnaissons-le. Le Sénégal n'a jamais voulu ou n'a jamais imposé quoi que ce soit à un président gambien. Mais maintenant que Barrow, quand même, a été installé grâce à l'entre-gens du Sénégal, qui a joué un rôle important, mais extrêmement discret et civilisé, je crois que ces éléments-là devraient permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. Une question colle pour terminer. Donald Trump connaît-il la situation qui prévaut actuellement en Gambie? Il a été briefé, il sait un peu, mais la question c'est, Donald Trump connaît-il l'Afrique? C'est ça la grande question. Vous avez un Obama qui s'en va, un président qui a écumé le monde, qui est parti partout, un président intellectuel, un président qui a écrit des livres et qui en a lu beaucoup. Là, vous avez un chevalier d'industrie qui ne pense qu'à faire de l'argent, peut-être. Je crois que heureusement qu'il aura ses conseillers et ses ministres pour le briefer. Il viendrait en Afrique? C'est la grande question. Cette fois-ci, je ne peux pas dire. Parce qu'avec Barack Obama, j'étais certain qu'il viendrait, mais avec Donald Trump, je ne sais pas trop. Peut-être bien. Merci, Ousmane Sène, Merci. spécialiste de la littérature et de la civilisation américaine, professeur et directeur du WARC, Centre de recherche ouest-africain. Merci de nous avoir suivis ce soir. Excellent week-end. Je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Bonne soirée.